Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter une histoire, mais je vais vous en faire redécouvrir 3. Les histoires que je vais vous repasser, elles ont une ambiance assez glauque et j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui veulent une nouvelle histoire, je vous propose de me retrouver jeudi sur la chaîne, donc dans à peine 48 heures. En attendant, je vous propose de me retrouver sur Instagram. Moi, je vous prends pas plus de temps que ça, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour les histoires. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire d'Aurélie. À l'époque des faits, Aurélie a 24 ans, elle est en dernière année d'études avec sa meilleure amie. Elles ont eu la chance de faire toute leur scolarité dans la même classe, mais elles sont juste trop contentes parce que pendant toute la semaine au cours, elles se voient et le week-end, elles font plein de sorties ensemble. On ne sait pas exactement dans quel domaine les deux étudient, mais par contre, elle nous donne un détail qui a toute son importance, c'est que durant cette année scolaire, qui est en fait la dernière, elles doivent partir pendant 3 mois à l'étranger. Alors rassurez-vous, c'est pas pour partir en vacances, ni bronzer, ni faire la fête, mais c'est pour aller étudier la matière qu'ils vont en cours dans un autre pays. Je sais que chez nous ça se fait assez régulièrement dans un peu tous les domaines et ben là c'est le cas pour elle. La chance leur sourit absolument jusqu'au bout parce qu'en effet les deux partent ensemble dans le même pays. Elle nous raconte un petit peu les détails de comment tout ça s'est organisé. En gros c'est l'université qui leur a proposé une destination. Cette destination c'est l'Angleterre et là-bas elles auront leur propre appartement. Alors c'est pas un truc très luxueux, il y a 2 pièces, une cuisine, une salle de bain. Ça suffit largement. Durant plusieurs semaines, elles seront toutes les deux dans cet appartement, elles iront exactement dans la même université, dans la même classe, donc elles ne seront pas trop dépaysées. D'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai que partir tout seul à l'étranger, dans un pays qu'on connaît pas, dans une langue on n'est pas forcément très à l'aise avec, ça peut déstabiliser un petit peu. Pendant les 2 dernières semaines qui précèdent le départ, elle nous raconte qu'elle met tout ce qu'il faut en place pour partir, que ce soit trouver les bons papiers, acheter plein de choses pour ne manquer de rien là-bas. En même temps, elle continue de suivre les cours à l'université et arrive enfin le jour du départ. Le vol est prévu à 8h30, c'est assez tôt. Aurélie et sa meilleure amie ont dormi chez Aurélie, histoire de partir en même temps depuis le même endroit. Elles se rendent à l'aéroport, enregistrent leurs bagages et c'est le grand départ. Là, elles sont super excitées, elles sont trop contentes à l'idée de partir ensemble pendant plusieurs semaines en Angleterre. Elles auront enfin leur propre appartement et donc leur indépendance parce que jusqu'à aujourd'hui, chacune vit chez ses parents. Personnellement, je pense que si j'avais la chance de faire un voyage comme ça aujourd'hui, je le ferais parce que c'est quand même une très belle expérience. En plus de ça, si on est avec notre meilleur pote, c'est encore plus cool. Après une petite heure et demie d'avion, elles arrivent enfin à destination. Elles récupèrent leurs bagages, elles s'occupent de trouver un taxi. Alors elles nous racontent que ça va mourir de rire parce que elle et l'anglais, ils sont pas forcément meilleurs potes et que du coup, le simple fait de demander un taxi, c'est un peu bancal. Mais bon, avec des gestes, etc., elles arrivent à se faire comprendre, les taxis comprennent très bien, un accepte de les amener à l'appartement, il les dépose à l'adresse indiquée et elle récupère les clés et monte dans leur appartement. Là, elle nous raconte que l'appartement n'est pas exactement comme sur les photos. En fait, on a l'impression que celles-ci ont été prises au tout début de sa construction ou de sa rénovation et que des dizaines d'années se sont passées. Vraiment, les murs qui sont presque pourris, le parquet est absolument atomisé. Mais bon voilà, elles se disent on va pas passer non plus des jours entiers dans l'appartement, la journée on doit aller en cours à l'université. Le soir, j'imagine qu'on va sortir faire la fête, le week-end on sera dehors tout le temps. C'est pas si grave que ça, tant qu'on a un lit pour dormir, on a de quoi manger, etc. À peine arrivées, les deux commencent à installer leurs affaires, chacune prend une chambre, elles défont leurs valises, elles mettent tout dans les placards, se mettent sur leur lit et s'endorment. Après une petite sieste de 2 heures, elles nous racontent qu'elles sont absolument perdues dans cette ville, elles ouvrent Google Maps et commencent à regarder ce qu'il y a autour. Elles sont absolument ravies parce qu'en fait, autour de leur quartier, il y a plein de bars, de restaurants et de boîtes de nuit. C'est vraiment un peu le quartier où tous les jeunes se rencontrent. Donc à ce niveau-là, elles sont plutôt bien tombées. Les premiers jours, elles nous racontent qu'elles ont un petit peu de peine à sortir de l'appartement parce qu'elles nous disent qu'en fait, elles se sentent pas très à l'aise, elles sont complètement perdues, complètement dépaysées, la barrière de la langue est beaucoup trop importante, mais que c'est après une semaine qu'elles arrivent enfin petit à petit à aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants pour profiter. Jusqu'à maintenant, elles s'occupaient uniquement de faire les trajets jusqu'à l'université, de revenir à l'appartement et c'est tout. Le soir, elles restaient tranquilles à la maison pour regarder Netflix et ça leur convenait très bien. Au fur et à mesure où les jours passent, les deux rencontrent un groupe d'amis dans leur classe. Ce groupe est majoritairement composé de garçons de leur âge et ils s'entendent super bien. Apparemment, il y a un seul garçon dans ce groupe qui est originaire de la ville là où ils étudient, et tout le reste ce sont des étudiants étrangers comme elle qui viennent d'autres pays pour apprendre la langue, apprendre un domaine particulier ou je ne sais quoi. L'ambiance dans ce groupe est absolument incroyable. Aurélie nous raconte que tous les midis ils vont à la cafette ensemble et petit à petit le soir ils commencent à sortir ensemble, ils vont en boîte, ils vont dans des bars, au restaurant, etc. et ils passent la majorité du temps ensemble. Aurélie et sa pote sont trop contentes parce qu'elles se sentent beaucoup moins seules, beaucoup moins dépaysées, ces gens les ont aidées à s'intégrer et franchement c'est super cool parce que jusqu'à maintenant elles étaient un peu en mode
Notre maison nous manque, est-ce qu'on a bien fait d'accepter ce voyage? Est-ce qu'on a bien fait de venir ici? On sait pas trop. Mais maintenant, tout ça est réglé, elles ont trouvé un super groupe d'amis et tout va bien. Au fur et à mesure des semaines, la meilleure amie d'Aurélie commence à développer des sentiments pour un des garçons du groupe. Ils s'entendent super bien, la journée et la soirée, ils passent généralement du temps avec le groupe, et lorsqu'ils rentrent chacun chez soi, ils écrivent des messages. Ils ont donc un contact 24 heures sur 24, et elle commence vraiment à tomber amoureuse. Et ce qui est encore plus beau, c'est que lui, ça a l'air d'être réciproque. Un fameux soir, le garçon propose à la meilleure amie d'Aurélie de le rejoindre chez lui, mais il lui dit encore quelque chose d'autre. Il lui dit, est-ce que ça te dirait de venir et d'amener ta meilleure amie avec toi? De mon côté, j'ai mon meilleur pote qui est chez moi avec moi, on est en train de jouer à la PlayStation, et on peut bien s'amuser les quatre. La meilleure pote se dit, je sais pas, c'est un peu bizarre, elle demande l'avis d'Aurélie, Aurélie lui dit, si ça peut t'aider, pourquoi pas. D'ailleurs, je t'avoue que je préfère même venir avec toi que de te laisser aller dans un endroit que tu connais pas forcément, avec des gens que tu viens à peine de rencontrer. En plus de ça, son meilleur ami à lui, tu ne l'as jamais vu, donc je préfère venir avec toi, jouer le jeu et te surveiller. Là, on a bien la preuve qu'Aurélie, c'est une meilleure amie en or. Elle lui répond et lui dit, oui, on arrive d'ici 1h30, le temps qu'on se prépare avec ma meilleure amie. Elles prennent un taxi et se rendent à l'adresse de ce garçon. À peine arrivée dans l'appartement, elle nous raconte que l'ambiance est un peu chelou. C'est genre une sorte de squat. C'est pas vraiment un appart où quelqu'un vit, c'est plutôt une pièce où les gens vont pour fumer ou faire je ne sais quoi. Ça sent la clope dans toutes les pièces et vraiment très fort. Il y a également d'autres odeurs un petit peu moins légales. C'est un peu bizarre. Très vite, Aurélie et sa meilleure amie ne se sentent pas à l'aise, elles se disent, mais dans quoi est-ce qu'on a bien pu tomber? Elle est tellement heureuse pour sa meilleure amie parce qu'elle voit l'homme qu'elle aime. Voilà, elle fait abstraction de tout ça, elle se dit on va passer quand même une bonne soirée, ça a l'air d'être des chouettes types. Voilà, on verra ce qui va se passer. Pour faire plus simple, je vous propose que le garçon dont la meilleure amie d'Aurélie est amoureuse, on l'appelle Nicolas. Une fois entré dans l'appartement, Nicolas propose aux deux femmes de s'asseoir sur le canapé, il leur sert quelque chose à boire, il amène les petits chips, les apéritifs, etc. Et la soirée commence. Aurélie nous raconte qu'elle a eu un mauvais jugement au début lorsqu'elle est arrivée dans l'appartement, parce que en même temps il y avait de quoi, il y avait des odeurs absolument ignobles dans tout l'appart, mais que finalement la soirée était vraiment super sympa, les deux étaient vachement cool, ils jouaient à la PS4 pendant qu'elle discutait, il y avait vraiment une super ambiance entre les quatre. Il n'y a pas eu d'usage de substances ou je ne sais quoi, c'était vraiment une soirée super sympa. Et elle nous avoue qu'au début, lorsqu'elle est entrée, elle pensait que ça allait être tout l'inverse. À la fin de la soirée, Nicolas propose aux deux filles que son meilleur ami les ramène. Effectivement, la soirée se passe chez lui dans son appartement, tandis que son meilleur ami habite dans la même direction qu'Aurélie et sa meilleure pote. Les deux disent ouais, franchement, t'embête pas, on rentre avec ton meilleur pote, il nous dépose et je t'écris quand on est arrivé. Là, mes amis, je me dois d'intervenir. Premier conseil, lorsque vous quittez une soirée, faites très attention à la personne qui vous ramène. Alors, au-delà de son comportement, etc., mais faites très attention à son taux d'alcoolémie. Je pense que je ne vous apprends absolument rien, mais conduire en état d'ivresse, déjà, c'est absolument illégal et ça peut être très dangereux. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous quittez une soirée et que vous avez bu, alors vous avez absolument le droit de le faire, mais prenez un taxi. Restez dormir sur place, demandez à un pote qui n'a pas bu qui vienne vous chercher, mais ne prenez pas la voiture avec de l'alcool dans le sang. Voilà, c'était la petite minute prévention, mais je trouve super important de le rappeler parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Absolument tous les jours, je vois des histoires qui impliquent de l'alcool, des accidents de voiture, etc. Donc, si on peut éviter que ça vous arrive à vous, ça me va. Aurélie, sa pote et le meilleur pote de Nicolas se mettent en route. Malheureusement, lui, il a bu, mais elle nous raconte qu'elles n'ont pas eu le réflexe d'appeler un taxi. Aurélie, à ce moment-là, nous avoue une chose, c'est que pendant la soirée, Nicolas était super sympa, comme elles ont l'habitude de le connaître en classe, et que son meilleur pote, qu'elle n'avait pas vu auparavant, il a l'air un petit peu bizarre. Pendant la soirée, il était un peu chelou, pas très expressif, limite il avait l'air saoulé d'être là, mais voilà, elle s'est dit peut-être que c'est dans sa personnalité, c'est dans sa nature d'être comme ça, et ça dérange pas. Sur la route, elle nous raconte également qu'il y a une ambiance super bizarre dans la voiture, personne ne parle, lui, il dit pas un mot, il est concentré sur la route, il a aucune expression, il est super froid au niveau des émotions. C'est vraiment bizarre. Au bout d'une quinzaine de minutes de trajet, ils lui disent voilà, tu peux tourner à droite, on habite juste dans la rue, tu peux même nous déposer ici si ça t'arrange, comme ça toi tu continues tout droit et tout va bien. Mais lorsqu'Aurélie dit ça, elle est assise sur la place passager. Au lieu de freiner, il commence à accélérer. Là, Aurélie et sa meilleure pote ont toutes les deux le même réflexe et je trouve ça incroyable. Elles essayent immédiatement d'ouvrir les portières. Malheureusement pour elles, vous imaginez bien, celles-ci sont verrouillées. Elles haussent le ton, elles lui disent arrête-toi, on habite ici et de nouveau c'est dans un anglais approximatif mais très compréhensible. Et lui, il ne bronche pas. Il continue, il accélère de plus en plus, et là Aurélie et sa meilleure amie comprennent immédiatement ce qui est en train de se passer. Elles sont avec une personne totalement inconnue, qui parle pas la même langue, qui fait des choses absolument bizarres, il ne fait pas ce qu'on lui dit. En plus de ça, c'est pas le mec super expressif, super joyeux, et tout ce qui va avec, c'est complètement l'inverse. Donc, la situation commence à devenir un petit peu dangereuse. Et il y a quand même un détail très important, c'est qu'il a bu comme un trou pendant toute la soirée, et il est juste plus apte à conduire. Pendant plusieurs minutes, qui semblent être une éternité, il roule
super vite, il refuse de s'arrêter, il refuse d'ouvrir les portières, et à un moment donné, il passe par le centre-ville. C'est là que tout va se jouer. Au bout d'un moment, il y a une sorte d'embouteillage, et lui, logiquement, il ne peut pas dépasser tout le monde comme un pilote de Formule 1. Par contre, s'il en avait eu l'occasion, il l'aurait fait sans hésiter. Du coup, la voiture s'arrête, et là, Aurélie et sa meilleure pote ont de nouveau le même réflexe, je trouve ça absolument incroyable. Elle voit qu'il y a des gens autour de la voiture et elle tape comme des malades contre la vitre. Elles ont absolument eu raison de le faire parce que à ce moment-là, des gens voient qu'elles sont en panique, ils voient que c'est pas de la rigolade, ils viennent aider à ouvrir les portières, ils voient qu'elles sont verrouillées et là, ils commencent à taper dans les vitres. Très vite, c'est des dizaines de personnes qui encerclent la voiture, celle-ci ne peut plus repartir. Ils se mettent à 5 ou 6 pour péter la vitre du conducteur. Ils y arrivent tant bien que mal et arrivent à ouvrir les portières, le sortir et lui mettre des coups. Là, Aurélie et sa meilleure amie ne savent pas du tout ce qui se passe, elles ont l'impression d'être bourrées, droguées ou je ne sais quoi. Elles se disent mais on est dans quelle situation? Il y a 20 minutes de ça, on était en train de faire une super soirée chez un ami, là on est arrêté au milieu de la route avec un gars qui est en train de se faire taper par une vingtaine de personnes. C'est complètement hallucinant, mais on se sentait super en danger. Et vous allez voir, mes amis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Elle nous raconte que suite à cet incident, elles ont appelé la police, ceux-ci sont arrivés sur place, ont embarqué le meilleur ami de Nicolas et qu'ils ont ramené les deux filles chez elles. À partir de ce moment-là, les deux sont traumatisées et elles ont donc naturellement décidé d'interrompre leur voyage. Pour cela, elles ont contacté le directeur de l'université, ils se sont mis d'accord, elles ont expliqué les faits. Celui-ci a été super compréhensif et super sympa, il leur a dit on ne peut pas vous faire courir un danger, vous allez rentrer immédiatement chez nous. Et voilà, vous avez déjà fait quelques semaines, le stage est validé, mais rentrez le plus vite possible. Une fois arrivés en France, les deux se remettent tant bien que mal de leurs émotions, mais Aurélie continue d'avoir des contacts avec Nicolas, les autres potes du groupe, etc. Avant de partir, elle lui a expliqué tout ce qui s'est passé, elle a dit qu'elle ne pouvait juste pas rester là. Elles ont probablement évité une tentative d'enlèvement, donc un peu bizarre quand même. Nicolas, lui, était absolument choqué et sur le cul, il disait mais comment est-ce que mon meilleur pote peut faire ça? Je le connais depuis 1 ou 2 ans, mais voilà, je le vois pas faire une chose comme ça. Bref, pendant plusieurs jours, Aurélie maintient le contact avec Nicolas, lorsqu'un fameux soir, il lui écrit tout un tas de messages. Il lui dit « Aurélie, il faut que je te parle. C'est super urgent, rappelle-moi le plus vite possible. » Aurélie, elle, dès qu'elle s'aperçoit de ça, elle le rappelle immédiatement, et là, elle est juste terrifié. Nicolas lui indique qu'il a eu des nouvelles de la police et qu'apparemment l'histoire est beaucoup plus sordide que ce qu'elle en a l'air. En fait, elles ont bel et bien échappé à une tentative d'enlèvement de la part de son supposé meilleur pote. Celui-ci, comme il l'a dit, il ne le connaissait pas plus que ça, parce que ça faisait un petit moment qu'ils se connaissaient, mais pas non plus depuis des dizaines d'années, et qu'il était en réalité recherché pour meurtre. Il n'y a pas eu une victime, mais plusieurs, on ne sait pas combien exactement. Il a avoué aux enquêteurs comment s'est déroulé l'un de ses crimes et effectivement, tout a commencé par un enlèvement en voiture. Et avec un peu de logique, on peut se dire qu'Aurélie et sa meilleure amie ont probablement évité le pire. Aurélie nous explique que lorsqu'elle est au téléphone avec Nicolas, elle se met à pleurer parce qu'elle se dit mais de base on devait partir apprendre une langue, apprendre un domaine en Angleterre, on se retrouve à rentrer plus vite que prévu, au téléphone j'apprends qu'un mec a probablement voulu nous tuer, ça a complètement aucun sens, mais elle nous raconte que depuis ce jour-là, elle envoie tous les jours des messages à Nicolas. Parce qu'elle se met à sa place, elle se dit le gars il a perdu son meilleur pote, nous on était quand même de bons amis, on se connaissait pas depuis longtemps, depuis quelques semaines seulement, mais le courant était très bien passé, et toute cette histoire a fait qu'ils ont lié un vrai lien d'amitié. Aujourd'hui encore, ils se parlent tous les jours et je trouve ça absolument magnifique. Apparemment, ce type a été emprisonné pour les crimes qu'il a commis, et d'après Nicolas, il n'est pas prêt de ressortir. Aurélie et sa meilleure amie sont quand même bien traumatisées par ce voyage, elle nous raconte que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, et qu'en tout cas, elles ne sont pas prêtes de repartir toutes seules dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu sous la vidéo. Je me recommande, je vous rappelle que lorsque vous sortez d'une soirée et que vous avez bu de l'alcool, ne prenez jamais le volant. Vous prenez un taxi, vous m'envoyez la facture ou je ne sais quoi, mais s'il vous plaît, ne prenez pas le volant en étant alcoolisé. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Romain. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on a sur la chaîne une histoire qui s'est passée il y a plus de 30 ans. Effectivement, à l'époque, Romain a un travail, il travaille très dur, et à ce moment-là, il a 22 ans. Il nous explique que lui, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études supérieures ou je ne sais quoi, il a commencé à travailler très tôt, et apparemment, c'était dans la restauration. On ne sait pas exactement quel poste il occupait, que ce soit cuisinier, serveur ou je ne sais quoi, mais voilà, ses horaires étaient très irréguliers, donc ça fait qu'il avait tendance à profiter un petit peu plus de son temps libre, parce que celui-ci se faisait très rare. À cette époque-là, Romain avait un meilleur ami qui travaillait avec lui dans le même restaurant, et en réalité c'est une assez belle histoire parce que eux se connaissent depuis
tout petits. Ils ont travaillé ensemble justement à l'époque où s'est passée cette histoire et aujourd'hui même, ils continuent de se parler. Donc les gars ont vécu toute leur vie ensemble. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Les deux amis avaient un point en commun et d'ailleurs ils l'ont encore aujourd'hui, c'est tout ce qui touche au paranormal. À l'époque, Romain et son pote se voient régulièrement, quand ils ont du temps libre, ils le passent généralement ensemble et un après-midi où ils ne travaillent pas, ils sont chez Romain, ils lisent les deux un journal et tout à coup, ils découvrent qu'un article parle d'une certaine maison hantée. Eux, il en faut pas plus que de dire le mot hanté pour leur donner envie d'aller visiter cette maison. Ils commencent à lire l'article et en gros, celui-ci parle d'une maison qui aurait probablement des fantômes, dans lequel il s'est passé des choses très sombres, que ce soit un meurtre, des crimes ou je ne sais quoi, et les âmes des personnes qui ont disparu de cette maison auraient tendance à hanter les lieux. Eux, c'est le genre d'histoire qu'ils adorent vraiment, ils en ont déjà vécu plusieurs et ils veulent absolument pas passer à côté de cette maison. Naturellement, nos deux amis commencent à fixer une date à laquelle ils pourraient aller la visiter. Très vite, ils se mettent d'accord, c'est pas bien compliqué parce qu'ils ont les mêmes horaires, donc ils n'ont qu'à prendre congé le même jour. L'exploration aura lieu dans 2 semaines et nos deux amis se réjouissent de ouf. Une fois qu'ils ont réservé cette date, c'est alors 2 semaines qui se passent sans que, voilà, il y ait quelque chose de particulier. Eux, ils travaillent toujours comme des acharnés, ils n'ont presque pas de temps libre, mais arrive enfin le fameux jour de l'exploration. Romain nous raconte un détail qui est pour le coup très intéressant, c'est qu'en fait, quelques jours avant d'aller visiter cette maison, une étrange nouvelle est apparue dans la presse. Apparemment, il y aurait un homme qu'on pourrait qualifier de tueur en série qui sévit dans le petit village dans lequel ils habitent et celui-ci aurait déjà fait plusieurs victimes. Il s'agirait de crimes très violents et atroces avec des armes blanches et le mode opératoire, lui, est très glauque. En gros, cette personne enlèverait ses victimes, les emmènerait dans un lieu très reculé et leur ôterait la vie. D'une façon complètement horrible. Ce fameux soir, on est alors 23h, les deux amis se sont donné rendez-vous aussi tard pour profiter à fond, qu'ils soient plongés dans une ambiance très glauque, et donc ils se retrouvent chez Romain. Là, ils préparent toutes les affaires dont ils auront besoin pour l'exploration, ils prennent avec eux de la nourriture et un petit peu de boisson, histoire de ne manquer de rien, ils enfilent leurs chaussures et partent à l'aventure. Au bout de 20 longues minutes de marche sous la pluie et à travers le vent, ils arrivent enfin devant le portail de la demeure. Là, ils sont complètement choqués parce que eux, ils s'attendaient à petite maison, enfin sur la photo elle avait pas l'air bien grande, sauf qu'en réalité il s'agit d'un très grand manoir. J'imagine que vous avez en tête le genre de maison dont je parle, c'est ces grandes maisons un peu abandonnées avec des toiles d'araignée, avec un style très ancien, plein de végétation contre les murs, enfin je vous laisse imaginer la chose, mais ça fait particulièrement flipper. À peine arrivé devant ce portail, le meilleur ami de Romain commence à se poser des questions. Et d'ailleurs, il lui fait part de son ressenti. Il dit à Romain, écoute, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui ressent très fortement les ondes, enfin je ne sais quoi, et là, pour la première fois, je le sens pas. Je sais pas, il y a une onde un peu négative, j'ai juste pas trop envie d'entrer dans cette maison. Romain, bien évidemment, lui, il a trop envie, il attend ça depuis 2 semaines. Il dit à son pote, écoute mon garçon, on est deux, t'es mon meilleur pote, si on croise un mec chelou, si on croise je ne sais quoi, des fantômes, des esprits, on se bat, on met quelques coups de poing et on se barre en courant. Alors, naïf comme il est, son ami lui dit pas de soucis, vas-y t'as raison, nous on est des boxeurs, on va entrer dans ce manoir, on va aller visiter, on va prendre du plaisir, rien ne va nous arriver. Les deux sont fin prêts à entrer dans la demeure, ils ouvrent le portail et traversent tout le jardin. Une fois devant la porte d'entrée, ils font très attention à être le plus discret possible parce qu'on ne sait pas du tout qu'il y a dans cette maison. Théoriquement, ils sont censés être seuls, alors on n'est pas à l'abri qu'il y ait une personne sans domicile fixe qui vive à l'intérieur, un autre groupe de personnes qui explorent. On va faire attention. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la porte très discrètement et pendant une trentaine de secondes, ils écoutent. Ils nous expliquent qu'ils font ça parce que ça leur permet de savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et si jamais c'est le cas, ils poussent un gros cri en s'annonçant, en disant voilà, on est un groupe d'explorateurs, on ne veut pas de mal, on n'est pas quelqu'un qui vient faire je ne sais quoi dans la maison de chelou. Et faire ça, ça évite qu'il y ait de la panique dans les autres groupes, qu'ils commencent à se taper ou je ne sais quoi. C'est en gros une mesure de sécurité. Au bout d'une petite minute à écouter, ils n'entendent absolument rien, donc ils partent du principe qu'ils sont seuls. Les deux aventuriers entrent discrètement dans la maison, celle-ci est dans un état juste pitoyable, donc ils doivent faire très attention à là où ils marchent, et à peine entrés dans la demeure, ils sont à la fois émerveillés, mais à la fois apeurés, parce que la maison est absolument dégueulasse, il y a des toiles d'araignée partout, enfin c'est tout ce qu'ils détestent, mais en même temps ils sont trop excités, parce que c'est le genre d'ambiance qu'ils apprécient, et là, ils pensent qu'ils vont passer une très bonne soirée. Au bout de 25 minutes à découvrir cette maison, ils arrivent enfin à la cave. Mais c'est là que tout va prendre une autre tournure et que ça va aller très vite. À peine les premières marches des escaliers menant à la cave descendues, ils entendent un cri de femme. Ce cri les pétrifie, ça leur glace le sang, parce que c'est pas le cri d'une personne qui a peur, qui a vu une araignée ou je ne sais quoi, c'est un cri d'une personne qui a probablement très mal à quelque part, qui est terrorisée et qui appelle à l'aide. Là, autant vous dire que nos deux amis explorateurs commencent
réellement à flipper. À la base, eux, ils sont venus pour observer de potentiels phénomènes paranormaux, sauf que là, ça a pas l'air si paranormal que ça. Romain regarde son meilleur pote, il lui dit « Chut, ne fais aucun bruit, on ne sait pas ce qu'il se passe à la cave. » Et là, il lui demande « Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Est-ce que tu veux qu'on se barre en courant? Dis-moi tout. » Son pote, de base, souvenez-vous, il était pas très chaud à entrer dans la maison parce qu'il a eu un ressenti assez bizarre. Et là, il lui dit « Mec, je sais pas, à la fois j'ai envie d'aller voir ce qu'il se passe parce que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose qu'on regrettera plus tard. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie du tout de tomber sur un mec chelou qui fait je ne sais quoi. » Mais au moment où son pote lui dit ça, Romain se souvient d'un petit détail. Souvenez-vous, depuis quelques jours, un très étrange tueur en série sévit dans le village dans lequel ils habitent. La police n'a pas encore mis la main dessus, donc l'ambiance est assez particulière et pesante. Angoissante, stressante, n'importe quel adjectif que vous voulez, mais ça fait pas mal flipper pour le coup. Là, les deux amis ne le savent pas encore, mais ils vont prendre une décision qui va faire d'eux des héros. Les deux amis se disent, voilà, on est venu voir du paranormal, c'est ce qu'on aime, nous on n'aime pas forcément ce qui est tueur en série, alors peut-être dans les films, mais on n'a pas envie d'en croiser un dans la vraie vie, encore moins qui est en train de passer à l'acte. Donc la décision qu'ils prennent, c'est de remonter très discrètement les marches d'escalier qu'ils ont déjà descendues, de sortir de la maison et de se rendre au commissariat du village qui se situe à quelques centaines de mètres. Ils vont signaler un cri très étrange parce que dans cette cave, alors ça peut être rien à voir, mais potentiellement, il y a quelqu'un qui est en grave danger, donc la police doit intervenir. Ils nous racontent qu'ils parviennent assez facilement à se rendre au commissariat, mais si cette histoire s'était passée aujourd'hui, ils auraient pris leur téléphone, auraient appelé la police et ils seraient venus. Sauf que malheureusement, à l'époque, les téléphones étaient très rares et c'était pas les iPhones qu'on a aujourd'hui, et lui, il n'avait tout simplement pas de téléphone. Arrivé au commissariat, Romain s'annonce, il explique ce qu'il a entendu, il dit à la police, voilà, dans le contexte dans lequel on évolue ces derniers jours, avec le tueur en série qui est en liberté, je pense que ça serait bien d'aller voir ce qu'il se passe dans cette cave. Les policiers se mettent alors directement en condition, ils se préparent et se rendent immédiatement à la maison. Romain et son pote, naturellement, ne sont pas autorisés à les suivre, ils restent donc au commissariat. Un des collègues va les prendre en charge et leur pose quelques questions et au bout d'une heure, ils peuvent rentrer chez eux. À partir de là, Romain nous raconte que ça a été les 2 jours les plus longs et les plus angoissants de toute sa vie. Lui et son pote voulaient absolument savoir d'où provenait ce cri. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne qui était en danger? Est-ce qu'il s'agissait d'une personne qui souffre? Est-ce que c'était un esprit paranormal? Mais la réalité va malheureusement les frapper de plein fouet. Effectivement, ils ont eu l'incroyable réflexe de se rendre au commissariat et de ne pas descendre plus profond dans cette cave, parce que ce que les enquêteurs ont trouvé là-dedans va vous faire froid dans le dos. En fait, il s'agissait du QG entre guillemets du tueur en série, là où il avait tout le matériel et toutes les armes dont il avait besoin pour commettre ses atroces crimes, et au moment même où Romain et son pote ont visité la maison, lui était dans la cave en train de préparer sa prochaine victime. Il avait commencé à lui faire beaucoup de mal, mais heureusement, et c'est là où ça fait de Romain et son pote de véritables héros, c'est que la police a eu le temps d'intervenir dans cette cave avant que le tueur ôte la vie de sa victime. Donc, grâce à leur sang-froid, ils ont sauvé la vie d'une jeune femme. Et je vous ai dit, ça a été les 2 jours les plus longs de leur vie, parce qu'effectivement, la nouvelle est sortie seulement 2 jours après le drame, dans le journal, donc c'est pas comme aujourd'hui où on voit sur Twitter pour voir les infos en temps réel. Là, ça a pris 2 jours à être annoncé par la police, à être publié dans les médias, etc. Et c'est en lisant le matin qu'ils ont appris la terrible nouvelle. Enfin, la terrible nouvelle, mais à la fois la bonne nouvelle que la femme ait été sauvée. Ils nous racontent que cette histoire les a marqués à tout jamais, encore aujourd'hui ils en parlent presque tous les jours, mais d'un côté ils nous expliquent qu'aujourd'hui il y a véritablement une histoire qui les lie à tout jamais, mais ils auraient préféré que ce soit une histoire un petit peu moins sordide. Bien évidemment, la personne qui a commis ces atrocités a été arrêtée, emprisonnée, jugée pour ce qu'elle a fait, et elle n'est jamais ressortie. Quelque chose que je trouve magnifique, c'est que Romain nous explique que la victime qui a été sauvée a demandé aux officiers de pouvoir prendre contact avec Romain et son pote, tout simplement pour les remercier de lui avoir sauvé la vie. Et ce que je trouve encore plus beau par-dessus ça, c'est qu'une véritable amitié s'est créée entre cette femme et ces 2 hommes, et qu'aujourd'hui encore, ils sont en contact. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Soraya et de son copain. Tout ça s'est passé aux États-Unis. Soraya et son copain sont en couple depuis un sacré moment. Ils s'entendent à merveille, ils se voient très fréquemment et ils filent le parfait amour. Ils ont une relation très fusionnelle, ils nous racontent qu'ils ne se sont presque jamais embrouillés et que franchement, c'est juste la vie de rêve. Soraya nous précise que cette histoire s'est passée au mois de mai 2020 lorsqu'il y a eu le premier confinement. Alors aux États-Unis, je sais pas s'il y a vraiment eu des confinements comme en France, mais en tout cas, c'était la période où le Covid était bien actif et par la même occasion le début de la pandémie. À cette époque, Soraya et son copain
naturellement, comme la plupart des gens sur la planète, réduisent un petit peu leur activité, leurs sorties, les fêtes, les soirées avec les amis, et du coup ils ont dû trouver une occupation. Là je pense qu'ils ont fait à peu près comme vous et moi, ils sont allés sur YouTube, sur Netflix, et ils ont regardé tous les reportages et toutes les vidéos. C'est une façon de parler, mais Soraya nous raconte qu'elle et son copain ont regardé énormément de films d'horreur. Dans un premier temps, ces films, ils les ont regardés sur Netflix, et ensuite ils se sont posé la question, mais pourquoi on n'irait pas sur YouTube regarder d'autres vidéos d'horreur? Pour eux, c'était une des meilleures décisions qu'ils aient jamais prises parce qu'ils sont tombés sur un YouTuber spécial horreur aux États-Unis. Malheureusement, j'ai pas le nom et je connais pas assez bien la scène américaine pour vous dire qui c'est, mais elle nous raconte que c'est vraiment un très gros YouTuber qui est vraiment très influent et qui fait des reportages sur tout ce qui est paranormal, enquête, etc. Soraya nous raconte qu'elle et son copain, chaque soir, regardent plusieurs vidéos. Ça devient une addiction et de lundi à dimanche, ils font que ça. De base, la semaine, ils ne se voyaient pas si souvent que ça parce que chacun a ses études de son côté, mais que là, tellement ils adorent ces vidéos, ils se voient tous les soirs et de 21h à 3h du matin, ils regardent ces vidéos. Ça tombe bien, les cours sont en ligne, donc le lendemain matin, le réveil est un petit peu plus compliqué, mais ça passe. Un certain soir, Soraya et son copain sont dans sa chambre en train de regarder leur meilleure enquête paranormale lorsqu'ils se rendent compte que l'endroit que le youtubeur visite dans la vidéo se trouve à quelques mètres de chez eux. Alors là, je vous le cache pas, Soraya et son copain, ils ont la même idée au même moment. Ils vont aller visiter ce lieu. En plus de ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais dans la vidéo, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau paranormal, etc. On ne saura malheureusement jamais si c'est un trucage du montage ou je ne sais quoi, mais eux, ils ont une seule et unique envie, c'est d'aller voir de leurs propres yeux si des phénomènes se passent dans cette fameuse maison. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, c'est une maison, c'est plutôt même un manoir. Il est absolument gigantesque, abandonné, et surtout, la partie très intéressante, c'est qu'il y a des souterrains. On parle pas d'une petite cave comme on a dans une maison traditionnelle, c'est carrément tout un réseau de souterrains qui est super grand, et c'est apparemment là-dedans qu'il se passerait des choses plus ou moins bizarre. Il n'en faut pas plus à notre jeune couple pour littéralement tomber amoureux de cette maison, et à partir de cette nuit-là, ils vont se renseigner énormément sur celle-ci. Ils vont carrément chercher des livres dans une bibliothèque, voir si certains parlent de cette fameuse maison. Ils consultent tous les articles qui y sont dédiés sur internet, toutes les vidéos YouTube, tous les blogs, enfin bref, cette maison n'a plus aucun secret pour eux. On est une semaine plus tard, on est alors vendredi soir, lorsque le couple se retrouve chez Soraya. De base, ça devait être une soirée où ils enchaînent les vidéos enquête paranormale, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. En réalité, l'exploration aura lieu demain et ce soir, ils en profitent pour tout planifier. On a là devant nous un vrai couple d'enquêteurs, ils ont imprimé tous les plans de la maison, les plans des souterrains où ils devraient mener, etc. Ils choisissent l'heure à laquelle ils vont partir pour commencer la visite, l'heure à laquelle ils sortiront de cette fameuse maison pour rentrer chez eux. Aucun détail n'échappe au couple. Une fois les planifications terminées, ça a pris 2 bonnes heures, ils se disent pourquoi pas regarder une dernière vidéo enquête paranormale sur YouTube. Ils regardent cette vidéo et s'endorment. Le lendemain matin, on est alors samedi, il fait grand beau, c'est une super journée qui s'annonce. À 11h, le couple se réveille et les deux sont juste trop impatients. Plus que quelques heures ne les séparent de cette fameuse visite dans cette maison et ils en peuvent plus. L'après-midi, c'est du classique, ils se rendent au centre commercial, ils font quelques achats, un petit peu de shopping, ils rentrent chez Soraya, se reposent pendant quelques heures et arrivé 17h, il est l'heure de partir. Ils préparent leur sac avec tout le matériel, les lampes de poche, les enregistreurs, etc. Et une fois qu'ils sont prêts, ils sortent de la maison et se rendent en direction du manoir. À ce moment-là, c'est une vingtaine de minutes de marche qui les attendent, et sur le chemin, les deux profitent de discuter de finalement qu'est-ce qui se passe dans cette maison, qu'est-ce qui se passe dans ces souterrains, pourquoi est-ce qu'ils sont si connus, pourquoi est-ce qu'ils font autant flipper la communauté, pourquoi est-ce qu'on en parle partout. On a juste envie de savoir. Pendant tout le trajet, les deux émettent des hypothèses plus farfelues les unes que les autres, que ce soit une ancienne sorcière qui a été sacrifiée dans les souterrains, ou alors un gang qui y habite, bref, toutes les possibilités y passent. Au bout de 20 minutes de marche, les deux arrivent enfin à l'entrée de la propriété qui entoure le manoir, et ils sont comme deux enfants. Ils sont super excités, ils sont trop contents, mais en même temps, la pression commence un petit peu à monter. Effectivement, il fait tout nuit, il fait assez froid, il commence gentiment à pleuvoir, on entend des corbeaux, du vent, enfin bref, c'est une ambiance de film d'horreur. À l'entrée de la propriété, il y a un portail à moitié cassé avec des toiles d'araignée, enfin bref, c'est exactement comme dans une série d'horreur, mais d'un côté, ça leur pose pas plus de problèmes parce qu'ils adorent ça. Avant d'entrer dans la propriété, les deux mettent un plan au point. Ils se disent, si on rencontre quelque chose, quelqu'un ou je ne sais quoi, ou que quelque chose tourne mal, on se barre. On est jeune, on a toute la vie devant nous, on va pas faire les inconscients, on sait très bien qu'il peut se passer des choses assez graves dans ce genre de cas, surtout dans ce genre de lieux qui sont abandonnés, et que ce soit pas forcément une personne qui nous attaque ou quoi, mais il suffit qu'on marche sur une planche, qu'elle cède et qu'on tombe d'un étage, on peut se faire très mal. Donc s'il se passe quelque chose ou si on sent un danger potentiel, on se barre. Les deux se font un bisou, se prennent la main et ouvrent le portail. Derrière celui-ci, c'est un
un gigantesque jardin et en face d'eux, à quelques dizaines de mètres d'eux, il y a le fameux manoir. Malheureusement, j'ai pas d'image à vous montrer, mais c'est vraiment un manoir comme si on était dans un film d'horreur. Les vitres sont cassées, il y a des corbeaux, on voit plein de toiles d'araignées. C'est vraiment une forme de manoir qui est assez particulière. Enfin bref, il y a absolument tout pour avoir des frissons. Le couple commence à s'approcher très gentiment de la porte d'entrée parce qu'ils admirent les alentours, que ce soit le jardin, le manoir en lui-même ou même la forêt qui entoure celui-ci. Parce que oui, autour de cette fameuse demeure, il y a énormément d'arbres, donc c'est une mini-forêt, ce qui rend la chose encore plus flippante. Arrivés à la porte d'entrée, les deux remarquent que celle-ci est entrouverte. Alors, les deux se disent, voilà, c'est une maison qui est quand même très ancienne, c'est fort probable que le système qui bloque la porte ne marche plus, c'est pour ça qu'elle est entrouverte. Le copain de Soraya pousse la porte d'entrée, et là, comme dans un film d'horreur, elle grince comme jamais. Ça fait un bordel pas possible dans tout le manoir, mais bon, ils sont théoriquement seuls, tout va bien. À peine entrés dans la demeure, ils sont émerveillés. Le plafond est super haut, vraiment, une dizaine de mètres de hauteur, il y a plein de pièces, les escaliers sont tout en bois, ils sont magnifiques. Mais bon, ça les deux s'en fichent un petit peu, c'est pas vraiment pour le manoir en lui-même qu'ils sont venus. Ils vont le visiter, mais c'est pas l'endroit principal. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce fameux souterrain. Pour ne rien louper, ils commencent par visiter le manoir, ça prend 1 heure. Tellement il y a de pièces, tellement il y a de choses à observer, tellement il faut être prudent aussi, il faut avancer très gentiment, parce que comme je vous l'ai dit, si on marche sur un plafond, enfin sur un sol, et qu'il est très sensible et que ça pète, ça peut être la fin. Au bout d'une petite heure, ils ont terminé, ils redescendent au rez-de-chaussée, et là, ils se disent, mais où sont ces fameux souterrains? Enfin, on sait où ils sont, mais comment est-ce qu'on y entre? Après 30 minutes de recherche, les deux n'ont toujours pas trouvé comment entrer dans ces souterrains. En fait, sur les plans, il n'y a rien qui est indiqué. On voit la cartographie des souterrains, donc on voit qu'il part à gauche, à droite, etc., mais aucune idée de comment on y entre. À un certain moment, les deux amoureux entrent dans une pièce, et le copain de Soraya s'encouble. Il tombe alors au sol, il se fait un petit peu mal, mais ça va, et d'un côté, c'est bien qu'il soit tombé, parce qu'en fait, il s'est encoublé sur une trappe qui était dans le sol, et vous imaginez bien, cette fameuse trappe, c'est l'entrée des souterrains. Alors là, Soraya nous raconte qu'elle est un petit peu désolée, mais elle est plus contente d'avoir trouvé la trappe qui mène au souterrain que son copain est bien. Mais bon, c'est l'euphorie, etc. Son copain ne lui en veut pas, donc tout va bien. Là, les deux se jettent un regard, ils se disent... On a enfin trouvé cette fameuse trappe qui mène au souterrain. La pression commence à monter, on commence à avoir gentiment peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en dessous. Ils se rappellent le plan qu'ils se sont dit au portail à l'extérieur. Si il y a la moindre chose qui se passe, on fait marche arrière et on se barre. Les deux se font un petit bisou et le copain de Soraya, tel un gentleman, descend le premier. Soraya le suit de très près, vraiment ils se sont donné une consigne, ils restent toujours main dans la main, ils se séparent pas parce que se séparer dans un souterrain, dans la nuit, c'est la meilleure des choses à faire pour se perdre. Ils ont chacun une lampe frontale qu'ils peuvent éteindre très facilement en cas de besoin, mais à peine arrivés dans le souterrain, une odeur absolument immonde se fait sentir. Soraya nous raconte qu'ils n'ont absolument jamais senti une telle odeur, vraiment ça sent le pourri, enfin c'est juste terrible. Mais bon, naïvement les deux se disent on est dans un souterrain qui a probablement des centaines d'années, on ne sait pas ce qui s'est passé ici, il y a de la pourriture, du moisi partout, c'est sûrement l'odeur naturelle de ce souterrain. Ils commencent donc à avancer très gentiment, de nouveau, il faut faire super attention, on ne sait pas ce qui nous attend 3 mètres plus loin. Ils se tiennent la main et en avançant, ils remarquent qu'il y a plein de choses cheloues sur le sol. Et une des choses qui les marque un petit peu, c'est des crânes humains. Alors là, l'ambiance devient un petit peu particulière parce qu'on ne sait pas si ces crânes humains sont là depuis une semaine, ou sont là depuis carrément 100 ans, on n'en sait rien. Le couple essaye de faire un petit peu abstraction de tout ça et continue leur visite. Celle-ci dure pendant 15 minutes, tout se passe bien, ils découvrent plein d'objets bizarres comme je vous l'ai dit au début. Il y a des écritures contre le mur, mais ça on imagine que c'est des gens qui sont venus avant eux explorer cet endroit et qu'ils ont laissé des petits graffitis ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui sont, elles, taillées dans la roche, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, ça peut être des choses qui sont là depuis des centaines d'années, des choses qui sont là depuis 3 jours également. Mais au bout d'un moment, ils arrivent dans une très grande salle. C'est un petit peu bizarre parce que jusqu'à maintenant, les souterrains étaient très étroits, ils étaient très fins. Il fallait limite se retourner pour vraiment être sûr de passer. Et là, on arrive dans une très grande salle. À peine on claque des doigts, ça résonne pendant plusieurs secondes, donc elle est vraiment énorme. Quelque chose qui commence à faire flipper le couple, c'est qu'en fait, cette salle, il n'y a pas une seule entrée, il y en a une dizaine. En fait, on peut imaginer ça comme un carré, et sur chaque côté de ce carré, il y a 3 ou 4 entrées. Donc c'est un peu comme un labyrinthe, sauf que là, on est dans la nuit, dans un souterrain qu'on connaît pas, il y a une odeur juste terrible, on n'est peut-être pas seul, enfin on n'en sait rien, il faut faire super attention. Le couple se pose quelques secondes, et là ils se disent, mais
il faut qu'on arrive à retrouver l'entrée par laquelle on est arrivé si jamais quelque chose se passe mal et qu'on doit partir en courant. Ils font le tour de toutes les entrées et ils remarquent qu'en fait, devant la leur, il y a une sorte de petit bout de bois et c'est ça qui va leur servir de repère. Ils continuent leur visite, ils vont tout droit et au bout de quelques mètres, ils arrivent à nouveau dans une salle, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus petite. Sauf que là, ce qui fait vraiment flipper le couple, c'est que l'odeur est juste insupportable. Jusque-là, ils arrivent à respirer normalement, mais là, ça devient irrespirable. Ils ont carrément envie de gerber tellement ça leur donne mal au ventre, et lorsque le copain de Soraya tourne la tête vers un coin de la pièce, les deux ont le sang glacé. Ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ressemble un corps. Il semble être en état de décomposition, ce qui explique probablement cette forte odeur, mais ils ont à peine le temps de percuter ce qui est en train de se passer sous leurs yeux que de l'autre côté, ils entendent un très gros bruit. Le copain de Soraya a à peine le temps de se retourner et d'éclairer avec sa lampe frontale que les deux doivent partir immédiatement en courant. En fait, c'est une personne qui était dans un sac de couchage qui s'est levée. Cette personne a l'air complètement désorientée, elle a l'air très sale, enfin très bizarre. Elle s'est levée et le copain de Soraya a immédiatement aperçu quelque chose de tranchant dans sa main. Heureusement, il ne s'est pas levé trop vite, ça avait l'air d'être une personne assez âgée, mais les deux n'ont pas hésité une seule seconde, ils ont appliqué le plan à la lettre. Ils se sont pris la main et sont partis en courant. Là, c'est une véritable course-poursuite qui s'engage dans les souterrains. Soraya tient toujours la main de son copain. Ils rebroussent chemin. À un certain moment, ils arrivent dans cette très grande salle, là où il y avait les multiples sorties et entrées. Très rapidement, le copain arrive à localiser le bout de bois qui est à l'entrée par laquelle ils sont arrivés, et ça leur permet de partir. Sauf que dans la précipitation, Soraya s'encouble et se fait très mal à la cheville. Elle se met à pleurer tellement la douleur est insupportable. Son copain n'a pas d'autre choix que de la prendre avec elle sur ses épaules, et il ne faut surtout pas lâcher parce qu'ils entendent quelques dizaines de mètres derrière eux cette fameuse personne qui les course. La sortie de ce souterrain est à quelques mètres seulement, donc son copain prend son courage à deux mains, il porte Soraya sur ses épaules et se met à courir. Donc quand je dis porte sur ses épaules, c'est qu'il l'aide à marcher, comme ça elle peut sautiller d'un pied et reposer la cheville qui a mal. Et au bout de quelques secondes qui leur paraissent être une éternité, les deux arrivent enfin à l'échelle qui les ramène dans le manoir. Soraya arrive tant bien que mal à gravir cette échelle, à se coucher dans le manoir. Son copain monte à son tour, referme la trappe et s'occupe de la bloquer avec un meuble. Comme ça, la personne qui est en dessous ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas assez de force. Là, la course-poursuite est probablement terminée, mais c'est pas pour autant qu'ils sont en sécurité. Le copain de Soraya la force à se relever, il la reprend sur ses épaules et sort le plus vite possible du manoir et de la propriété en général. Une fois sorti de celle-ci, il continue de courir sur une centaine de mètres et dès qu'ils sont en sécurité, il allonge Soraya sur le sol, prend son téléphone portable et appelle une ambulance. Une fois l'ambulance avertie, celle-ci se met en route et lui, il appelle la police. Parce que souvenez-vous, en fait, dans le souterrain, il a vu un corps qui semblait être en décomposition, ce qui expliquait cette forte odeur, et il n'a pas eu le temps de réaliser parce que l'autre se mettait à les attaquer. Donc il appelle la police et leur indique, voilà, on a visité cette demeure, on est allé dans les souterrains, je sais pas si c'est légal ou je ne sais quoi, on a découvert quelque chose d'absolument abominable, on n'a pas eu le temps de vérifier ce que c'était parce que quelqu'un nous a agressés, mais il faut que vous envoyiez des patrouilles, que vous fassiez une fouille dans ces souterrains et que vous regardiez ce qui s'y passe. La police indique qu'elle va arriver très prochainement avec plusieurs hommes, les deux attendent gentiment l'ambulance, celle-ci arrive et ils sont enfin pris en charge. Quelques minutes après, c'est au tour de la police d'arriver sur les lieux, les deux commencent à discuter avec un officier, et là celui-ci leur fait une petite confidence, il leur dit mais en fait c'est pas la première fois qu'on entend une telle histoire dans cette demeure, malheureusement on n'a jamais entendu de façon officielle, donc quelqu'un qui appelle les secours ou qui porte plainte, mais ça a toujours été un peu des rumeurs dans des bars, dans des restaurants, etc. Donc merci de nous avoir appelés, comme ça on va pouvoir mener une fouille dans ces fameux souterrains, voir ce qui s'y passe, et pendant ce temps, allez à l'hôpital, soignez-vous, et nous on vous tient au courant si on trouve quelque chose d'intéressant. Suite à ça, les deux sont emmenés en ambulance à l'hôpital, histoire de prendre soin de la cheville de Soraya. Il s'avère qu'elle a une très grosse entorse qui prendra plusieurs semaines à se remettre. Pour l'instant, elle a ses meilleures béquilles, mais bon, ça aurait pu être bien pire. Une petite semaine après, durant un après-midi, le couple reçoit un appel. Il s'agit de la gendarmerie qui vient leur donner des nouvelles concernant ce qu'ils ont trouvé dans ces fameux souterrains. Effectivement, ils ont bel et bien trouvé un corps en décomposition, mais malheureusement, ils n'en ont pas trouvé qu'un seul. En réalité, ils en ont trouvé 3. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient été déposés là il y a 3 semaines, approximativement. Et en fait, la personne qui les a pourchassés avec un couteau, ils l'ont également retrouvé, il s'agit d'un SDF, mais celui-ci n'est pas méchant. En effet, il a expliqué aux policiers que c'est pas lui qui a posé ces corps-là, que lui il s'occupait juste de dormir. Alors après, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il dort à côté de cadavres? On n'en sait rien, c'est peut-être un de ses kiffs. Le mec avait l'air
super chelou de base, donc ça m'étonnerait même pas. Apparemment, il aurait expliqué aux policiers que c'était la pièce la plus chaude des souterrains. Alors ça, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Et qu'il avait ce fameux couteau sur lui pour se défendre. C'est pas la première fois qu'il a vu des humains entrer dans ce souterrain et il avait ce petit couteau sur lui pour si jamais il devait se battre. Malheureusement, l'histoire s'arrête là. On n'a pas le fin mot de l'enquête, mais on peut imaginer que c'est la version finale. Donc on ne saura pas qui a posé ces 3 corps dans ce souterrain. Alors j'imagine que ça peut être une organisation criminelle, un gang, etc., qui se sert de ce souterrain comme dépôt à cadavres, je sais pas si ça se dit. Et moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est que ce SDF a été relogé dans un endroit un petit peu plus convenable qu'un souterrain, surtout à côté d'un cadavre. Mais bon, l'essentiel, c'est que Soraya n'ait pas été blessée plus que ça, que son copain aille bien aussi, qu'ils vivent heureux et que tout aille bien pour eux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui découvrent les histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Et pour les personnes qui les re-regardent, j'espère qu'elles vous ont autant plu que la première fois. Encore merci pour tout votre soutien. Je vous propose de me retrouver jeudi pour une nouvelle histoire sur la chaîne. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.